El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Bonjour tout le monde, bonsoir. Ça fait plaisir de voir autant de gens réunis pour un sujet philosophique, parce que je pense que ça peut être vu, la philosophie, comme quelque chose de très abstrait, quelque chose qui affecte pas les communistes dans la lutte pour renverser le capitalisme. Mais déjà là, je pense que la présence de autant de camarades, ça montre le contraire, ça montre qu'on prend au sérieux cette lutte. Et pour commencer, j'aimerais introduire avec une citation de Lénine, citation qui est assez longue, donc désolé, mais qui est de Lénine, du coup ça me pardonne, je pense en partie, qui est écrit dans un texte qui s'appelle Marxisme et révisionnisme en 1908, du coup une période après la défaite de la Révolution 1905, donc de refus de la lutte des classes et de grosses luttes théoriques au sein du parti. Et il écrit à propos des révisionnistes: il est parfaitement naturel que l'idéologie petite bourgeoise s'infiltre de nouveau dans les rangs des partis ouvriers. Il en est et il en sera ainsi jusqu'aux péripéties même de la révolution prolétarienne. Ce que nous traversons aujourd'hui, le plus souvent seulement au niveau idéologique, à savoir des disputes sur les amendements théoriques apportés à Marx, ce qui à l'heure présente ne se manifeste dans la pratique que pour des questions particulières du mouvement ouvrier, affectera fatalement la classe ouvrière sur une échelle beaucoup plus vaste lorsque la révolution prolétarienne accroîtra l'acuité de toutes les questions litigieuses, concentrera toutes les divergences de vues sur des points de vue d'une importance capitale pour la détermination de la conduite des masses, etc., etc. Et il finit par dire: la lutte idéologique du marxisme révolutionnaire contre le révisionnisme à la fin du XIXe siècle n'est que le prélude de grandes batailles révolutionnaires du prolétariat qui, malgré toutes les oscillations et les faiblesses petites bourgeoises, marche vers la victoire complète, définitive de sa cause. Je trouve que cette citation, elle donne bien le ton de la présentation, que toutes les questions particulières que je vais aborder, qui peuvent paraître particulières sur la question du postmodernisme, c'est des questions de fond qui sont ultra importantes, et que même si on ne voit pas les conséquences pratiques aujourd'hui, elles vont apparaître quand la lutte des classes va grandir, quand la révolution se montrera beaucoup plus évidente aux yeux des masses. Mais la première question que j'aimerais aborder dans cette présentation, c'est pourquoi cette discussion ? Pourquoi on discute le postmodernisme ce soir ? Et je pense que la base, c'est la question sous-jacente qui est: pourquoi on a besoin d'une philosophie ? La philosophie, sa définition, c'est une compréhension globale du monde. Et si en fait tu fais pas le travail d'étude et d'appropriation d'une compréhension indépendante du monde de la classe dirigeante, tu finis par prendre les idées de la classe dominante. Pourquoi ? Parce que juste c'est les idées les plus répandues, les plus martelées avec le plus de force par toutes les institutions bourgeoises, l'université, l'école, les médias, etc. Et quand je dis combattre cette idéologie, s'approprier une idéologie indépendante, ça veut dire aussi que c'est important maintenant, parce que dans les moments critiques de la lutte des classes, comme le dit Lénine, la pression elle augmente, et on sait tous que la vérité, c'est la première victime dans les périodes de crise, dans la guerre, qui est prise comme étendard par tout le monde pour dire on se bat pour ça, on se bat pour la démocratie. Il y a plein d'exemples récents. L'Ukraine, on a vu ce combat pour la démocratie, qu'est-ce que c'était vraiment, pour le génocide à Gaza par Israël, ce droit à l'autodétermination, l'autodéfense. Tout le monde est pour l'autodéfense, tout le monde est pour l'autodétermination. Pourquoi on remettrait ça en cause ? Et il y a des exemples qui remontent plus loin, notamment à Lénine, justement, durant la Première Guerre mondiale, que j'ai pas le temps de développer, mais c'est un long fil ininterrompu du marxisme. Et cette lutte idéologique qu'on mène, il faut comprendre que tant que le capitalisme il existera, elle continuera. La lutte idéologique contre la classe dominante, contre l'idéologie de la classe dominante continuera, parce que la lutte idéologique de la classe dominante contre le marxisme continue tant qu'elle est au pouvoir. La classe dirigeante, elle a plusieurs manières de défendre son système, de le maintenir. Il y a la force, évidemment, qui est peut-être la plus visible, et ça, son expression la plus concentrée, c'est l'État. Mais il y a aussi l'idéologie, il y a les idées. Et je pense que cette forme de maintien du système, elle est d'autant plus importante sous le capitalisme, parce que la bourgeoisie, c'est une minuscule minorité, encore plus que toutes les autres classes dominantes, et juste la force brute, elle suffit pas à maintenir un système en place qui est basé sur l'exploitation. Et surtout, la force brute, elle est dangereuse, parce que à force de tout le temps l'utiliser, ça montre encore plus le caractère du système. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'une idéologie qui va défendre son système, défendre le statu quo.
Oui. Et peut-être là, on peut se demander, je pense que vous avez souvent peut-être entendu ce fait que la bourgeoisie a une phase progressiste, où elle défendait des idées révolutionnaires, et bah, maintenant, ça n'a plus l'air d'être le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire un peu? La bourgeoisie était progressiste avant, la bourgeoisie ne l'est plus maintenant. Bah, en fait, je pense qu'on peut voir ça où le développement du capitalisme, ça a développé, et même c'était un push au développement de la science, genre tout le développement de l'industrie qui est arrivé avec les mécanismes capitalistes. Ça s'est fait en accord aussi avec la science parce que ça permettait d'avoir plus de profit, d'améliorer les moyens de production, etc. Dans chaque secteur de nouvelle industrie, trouver comment mieux dominer les forces de la nature, ça permettait de faire plus de profit. Et aussi, ça c'est une partie économique, mais politique, c'était super utile et puissant pour la bourgeoisie d'avoir la vérité pour combattre l'ordre féodal. Ça dévoilait l'usurpation du pouvoir à travers les mensonges de la religion et de l'Église. Et sauf qu'en fait, après la révolution bourgeoise et le développement du capitalisme, donc 18e, 19e, 10e siècle, la science, elle a continué à faire des bonds de géants et à chaque fois à révéler de plus en plus la nature complexe et contradictoire de la nature, mais aussi de plus en plus à révéler la nature de l'histoire humaine comme quelque chose de complexe et contradictoire. Et le plus haut développement de ça, on peut dire que c'est le marxisme. Je vais développer ça après. Mais là, on voit tout de suite que justement, désormais, ce progrès de la science, il entre en pleine contradiction avec l'ordre établi capitaliste, parce que juste il indique que le règne, le règne capitaliste, il n'est pas absolu, c'est pas moralement bon ou naturel, mais que tout ce qui existe, c'est lié à des conditions déterminées et que c'est voué à changer, et du coup le capitalisme aussi. Depuis le XXe siècle, la bourgeoisie, elle peut juste plus défendre son système idéologiquement, on va dire directement, parce que la réalité, elle correspond plus aux idéaux classiques bourgeois, liberté, égalité, fraternité. On voit tous que maintenant, c'est la liberté de la bourgeoisie, en fait, d'exploiter les travailleurs, les masses dépossédées, et de tout faire pour le rester. Et aussi une expression politique de ce changement, c'est la dynamique dans les classes. La bourgeoisie, elle n'est plus la classe révolutionnaire, elle a épuisé son rôle progressiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une nouvelle classe révolutionnaire qui a été formée par le capitalisme même, au niveau mondial. Ça, c'est la classe ouvrière. Et c'est maintenant cette classe qui a besoin d'idées scientifiques, d'idées vraies, d'idées révolutionnaires, donc qui a besoin du marxisme, le plus haut développement de cette pensée scientifique. C'est pour ça que le marxisme, ça tire le plus conséquemment toutes les conclusions pratiques de ce long développement de la pensée, et c'est aussi pour ça qu'il devient l'ennemi juré de la bourgeoisie. Pour défendre du coup son système, la classe bourgeoise, elle doit le faire principalement indirectement. Et en gros, elle doit tromper les masses sur le monde. Et ça nous vient de notre sujet d'aujourd'hui. Une philosophie qui explique en gros que c'est pas possible de changer les choses, ou encore mieux, qui explique qu'il faut rien changer, et quand on change rien, en fait, c'est comme ça qu'on se bat pour un monde meilleur. En gros, arriver à camoufler le fait de se battre pour l'ordre établi, pour faire passer ça comme quelque chose de radical, ça c'est la meilleure philosophie pour la bourgeoisie aujourd'hui. Et on peut voir un gros parallèle avec la religion, l'utilisation de la religion au Moyen-Âge, et dans les restes des sociétés de classe. Mais sauf que, oui, aujourd'hui, les avancées conséquentes de la science font que ça empêche la bourgeoisie d'utiliser telle quelle, en tout cas, la religion dans les capitalistes avancés. Et donc, elle recherche, elle récupère des formes philosophiques qui arrivent à cacher beaucoup plus, de manière fourbe, leur mysticisme, de montrer que en fait, la nature et la société sont irrationnelles par définition. Et ça, c'est l'idéalisme subjectif, c'est le sujet principal de la présentation. Oui, et peut-être un deuxième point, pourquoi cette discussion, de parler plus précisément pourquoi le postmodernisme aujourd'hui, ou c'est quoi l'état du postmodernisme aujourd'hui, pourquoi on en discute. C'est vrai que si on regarde l'état des idées postmodernes aujourd'hui, il y a un peu deux aspects, on pourrait dire contradictoires, où d'un côté, comme j'ai dit, c'est une des tendances philosophiques dominantes chez la bourgeoisie qu'elle utilise, mais de l'autre côté, avec l'augmentation de la lutte des classes, ce besoin de plus en plus évident d'agir à une échelle plus grande, ça fait que ces idées elles sont mises notamment de côté dans les mouvements de la jeunesse et des travailleurs. Du coup, oui, ces idées elles sont peut-être moins profondes qu'avant, mais moins profondes, ça signifie pas déracinées. Et c'est pour ça qu'on a besoin de fermer toutes les portes. La lutte des classes, c'est quelque chose qui bouge tout le temps.
si j'ai dit que c'était une lutte idéologique, ça veut dire que cette lutte idéologique, elle est vivante. Et c'est en deux classes qui sont ennemies et qui vont tout le temps mener leur lutte jusqu'à la victoire de l'une ou de l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a une pression constante sur nous. Et donc dans la classe dirigeante, déjà, genre, on va voir que ces idées, elles sont de plus genre, utilisées de manière agressive. Mais ça, évidemment, ça a une limite parce que ça s'use au bout d'un moment. Je sais pas, il y a l'exemple de Kamala Harris qui a utilisé beaucoup ce fait de représentation, elle peut défendre les opprimés parce que c'est une femme et parce qu'elle est afro-américaine. Ouais, on a vu les limites de ça, où il y a quand même genre Trump qui a gagné, et beaucoup de ses arguments étaient juste un peu têches sur le constat du capitalisme en crise aux États-Unis. Mais le point important, c'est que c'est pas que dans la classe dirigeante, mais c'est aussi dans la direction du mouvement ouvrier qu'il y a ces idées. Et ça pose justement le problème où les masses, si elles n'ont pas d'autres alternatives, elles vont se tourner forcément vers leur point de repère, leurs dirigeants. Et si ces dirigeants, ils diffusent ce genre d'idées, ça va aussi affecter l'orientation des masses. Du coup, on peut dire, tant qu'il n'y aura pas de direction révolutionnaire basée sur une méthode scientifique, le socialisme scientifique, une philosophie révolutionnaire, la philosophie réactionnaire de la bourgeoisie, elle prendra toujours le contrôle d'une manière ou d'une autre des organes de la classe ouvrière. Le seul moyen de fermer les portes, c'est d'aller en profondeur, c'est de nous armer de cette méthode scientifique. En gros, il faut parler de la philosophie. Et du coup, parlons-en. L'idéalisme subjectif. Chez les postmodernes, quand je dis postmodernes, peut-être je vais préciser, mais du coup chez les intellectuels postmodernes, ceux qui sont les porteurs de cette soi-disant nouvelle forme de pensée, il y a vraiment beaucoup de grandes affirmations qui sont faites, comme par exemple que le progrès c'est une invention du capitalisme, que c'est impossible d'avoir une seule théorie cohérente du monde, une vérité absolue, mais en fait il n'y a que des diversités un peu de discours infinis et de ressentis, ou alors que la pensée rationnelle elle est oppressive en soi et qu'elle serait que dépassée un peu par l'incohérence des différentes pensées. Bref, plein de trucs qui pourraient nous dire waouh, ces gens révolutionnent la pensée humaine, ils changent du tout au tout, radicalité extrême. Et du coup, moi je me suis posé un peu une question, est-ce qu'on a déjà entendu ça avant ? Parce que ça pourrait peut-être nous indiquer quelque chose. Et en remontant un peu dans l'histoire, on découvre d'autres personnes qui disaient un peu la même chose, voire très la même chose, notamment justement dans les années révolutionnaires 20 en Europe, l'école de Francfort qui dit la même chose. Un peu avant, il y a les empiriocriticistes que va détruire Lénine. On a Kant qui va être développé, je pense, dans la discussion. Ensuite, on remonte encore avant, il y a un évêque qui s'appelait Berkeley qui défendait la même chose. Puis on remonte encore en avant, on arrive aux Grecs, aux philosophes grecs. Et il y a un philosophe grec qui, lui, il a énoncé 3 principes de sa compréhension du monde. Le premier, c'est « rien n'existe ». Le deuxième, c'est « même si c'est le cas, sa nature ne peut être comprise ». En gros, on ne peut pas comprendre les choses. Et le troisième, même si elle pouvait être comprise, la nature, elle ne pourrait pas être communiquée à une autre personne. Je pense que là, on a vraiment la synthèse de l'idéalisme subjectif, genre super clair. Et c'est assez drôle parce que déjà, de 1, ça montre que le postmodernisme, c'est vraiment des reliques philosophiques qui prennent son origine dans le début de la philosophie. Donc, c'est pas très ambitieux. Et aussi, ça montre deuxième chose que je trouve un peu drôle, c'est qu'il y a une tendance un peu inverse, quand j'ai remonté dans le temps, à avoir de la clarté, où là, le grec que j'ai cité, donc je sais pas comment on dit, Gorgias Leontini, il est très clair, je trouve, sur ce qu'est, au moins, il cache pas son opinion sur ce qu'il pense. Par contre, quand on lit des postmodernes, c'est beaucoup plus confus, et du coup, plus on remonte dans le temps, plus on voit qu'il y a de la clarté philosophique, et du coup, inversement. Et ça, en fait, ça peut juste s'expliquer parce que c'est difficile de dire aujourd'hui des telles absurdités comme se dit ce philosophe grec, tout le respect que j'ai pour lui. Quand juste la science a accumulé pendant des milliers d'années, ou la science moderne pendant des centaines d'années, des preuves qui prouvent le contraire tout le temps. Et du coup, bref. Le premier point que j'aimerais développer dans l'idéalisme subjectif, c'est le rejet de la vérité, qui est commun à tous les idéalistes subjectifs. Et Marx nous dit un point très important dans les thèses sur Feuerbach, où il explique que la question de savoir si la vérité objective peut être attribuée à la pensée humaine n'est pas une question de théorie, mais une question pratique.
l'homme doit prouver la vérité, c'est-à-dire la réalité et la puissance, le caractère unilatéral de sa pensée dans la pratique. Le débat sur la réalité ou la non-réalité d'une pensée isolée de la pratique est une question purement scolastique, en gros purement académique. Ça prouve juste le point de départ qu'on peut déjà pointer dans ce débat et dans les pensées postmodernes. C'est juste faire un peu une expérience de pensée et se dire, imaginez, vous allez parler à un travailleur et vous lui dites que la réalité n'existe pas, que telle chose est fausse, que toute vérité est fausse, ou telle chose, ouais, voilà. Je pense sincèrement que vous pouvez faire l'expérience, vous allez juste vous confronter à quelqu'un qui, au mieux, hausse les épaules, vous ignore et salut. Il va pas se laisser convaincre juste par des belles paroles, des super concepts, parce que, ouais, genre juste son expérience, lui, quand il va retourner dans la machine du capitalisme, bah, chaque seconde qu'il va passer dans cette machine, ça va lui confirmer qu'une réalité commune, elle existe, et que tous les travailleurs dans cette réalité, ils sont dépossédés, ils sont exploités, et par une poignée de riches qui, et qui voient leur vie, devenir de plus en plus luxueuse, et eux, ils voient leur vie devenir de plus en plus proche de la misère. Et puis, si maintenant vous prenez un travailleur en grève, qui est, on va dire, plus conscient de la réalité, de ce qui se passe, si vous lui répétez ça, non mais la réalité n'existe pas, tout ce que tu penses là, en fait, c'est ton ressenti, je pense qu'au pire, il vous casse la gueule peut-être, et au mieux, juste, il vous dégage et il vous dit, non mais en fait, là, laisse-moi lutter tranquille. Lui, il sait que l'exploitation, elle est vraie, car il voit ses effets. Il sait que la classe ouvrière, elle existe, car il voit ses collègues lutter pour la même chose. Et ça, ça nous dit que les postmodernes, c'est juste un phénomène, le postmodernisme, c'est un phénomène purement académique, séparé de toute pratique révolutionnaire. Un très bon exemple d'une postmoderne très connue que je vais citer, qui peut me donner l'appui de mon argument, c'est Judith Butler qui avait dit dans une interview en 2024, donc on ne peut pas dire qu'elle pense plus ça, qui dit « Je pense que beaucoup de gens ont l'impression que le monde est incontrôlable et que le langage est l'endroit où ils peuvent exercer un certain contrôle. » Bon, ça c'est la question du langage, peut-être on verra après. Et il semble que le discours moral intervienne à ce moment-là. Ce que j'aime le plus dans ce que font les jeunes, et ce ne sont pas seulement les jeunes, mais tout le monde est jeune maintenant, selon moi, c'est l'expérimentation. J'adore l'expérimentation. Par exemple, imaginons un nouveau langage. Jouons. Voyons quel langage nous permet de nous sentir mieux dans notre vie. Donc ça c'est la définition du militantisme. C'est une expérience de pensée pour elle. C'est un jeu de « Ah, bon, on va inventer un nouveau langage, ça va être marrant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Oh, on peut inventer de nouveaux mots, ils n'existent pas, c'est incroyable. » Juste sur ces personnes sont purement dans une réflexion abstraite, pas du tout confrontées à la réalité. Et un autre aspect aussi pour mieux comprendre le phénomène du postmodernisme, c'est comprendre son origine. En fait, c'est un cocktail de deux trucs. Une situation souvent de refus de lutte des classes et aussi la position de classe de ces personnes dans la société. Je n'ai pas le temps de ultra développer, mais de nouveau, si on fait un peu un historique, on étudie l'histoire, on voit clairement des tendances où il y a un refus de la lutte des classes de 1906 à 1912, après la défaite de la Révolution de 1905. Comme par hasard, il y a un mouvement idéaliste subjectif qui apparaît. Pareil pour le reflux de la révolution allemande et en Europe, il y a l'école de Francfort. Et le postmodernisme, lui, c'est le refus de la défaite des révolutions des années 70, notamment en mai 68 en France. Et sinon, pour la position de classe, les philosophes postmodernes, c'est des petits bourgeois. En gros, c'est des personnes qui sont écrasées et éclatées entre les deux classes principales antagonistes du capitalisme. Ça, c'est ce qui fait que y a forcément un individualisme hyper fort dans la philosophie de ces personnes, et aussi qui mène clairement à aucune confiance dans la classe ouvrière, ou voire même un mépris. Et ça forme juste un pessimisme latent où ils vont toujours tirer des conclusions qui mènent à juste rien faire, se liquider. Et donc, quand tu fais rien, tu adoptes le point de vue de la classe qui domine la société, le point de vue bourgeois. Et ça, il faut juste regarder dans leurs textes. Ils attaquent en premier le marxisme et pas le système capitaliste et la classe dirigeante. Les postmodernistes, ils n'ont jamais rejoint un parti sérieusement, ils n'ont jamais participé réellement à la lutte des classes et l'organisation de la classe ouvrière, qui oui est quelque chose de compliqué, mais qu'il faut faire, et ils ne sont jamais confrontés à ça. De nouveau, dans l'école de Francfort, la seule personne qui a côtoyé, on peut dire, le mouvement de la classe ouvrière, c'est Herbert Marcuse, je sais pas comment, Marcuse, qui a rejoint... Pardon ? Marcuse, ouais. Qui a rejoint brièvement le SPD, donc le Parti social-démocrate allemand, mais à la fin de la Révolution allemande. Du coup, en gros, il a rejoint le parti après qu'il a trahi la classe ouvrière.
Je trouve que c'est assez parlant. Foucault, lui, il a rejoint pendant un moment le parti communiste stalinien, le PCF, en France. Et clairement, il a été dégoûté par le stalinisme, legit. Sauf qu'il a juste tout rejeté, le marxisme, en bloc. Ce rejet de la vérité, forcément, il aboutit à un rejet de toutes les théories générales, toutes théories objectives, cohérentes. Et en fait, ça nous pose la question fondamentale de la philosophie que Engels élabore dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. D'ailleurs, je vous recommande de lire. Où il dit que la question fondamentale de la philosophie, c'est la question du rapport de la pensée à l'être, de la matière aux idées ou de la nature à la conscience. C'est un peu tout la même chose. Et selon cette réponse, il y a une division en deux grandes écoles. Mais il dit aussi qu'il y a un corollaire à cette grande question implicite, qui est quel est le rapport entre l'idée du monde et le monde lui-même. En gros, est-ce qu'on peut connaître objectivement le monde qui nous entoure? Clairement, les postmodernes, eux, ils disent non. Ce rejet de la théorie, ce rejet de la connaissance chez les postmodernes, comme chez tous les idéalistes subjectifs, ça vient du rejet de la réalité objective même. Pour les postmodernes, la conscience, elle est indépendante du monde matériel. Et le monde matériel, lui, il est dépendant de la conscience. Et je sais pas si vous avez observé autour de vous, mais il y a des gens autour de nous qui ont un peu cette philosophie. Ce sont les enfants. Pour eux, souvent, le monde extérieur, enfin les petits-enfants, je ne vais pas être méchant avec les enfants, tout petits-enfants, le monde extérieur, souvent, il n'existe pas. Ou alors, s'il existe, c'est eux le centre du monde. Et tout un peu gravite autour d'eux. Et ils ont un peu, surtout là, vraiment, les tout petits-enfants. Les bébés, c'est que les expériences sensorielles, uniquement. Ils peuvent que connaître le monde, à travers leur sens. C'est fermé, c'est une bulle. Et si par contre on voit la position marxiste, c'est quoi la compréhension marxiste du monde? Nous on dit qu'il y a clairement un monde matériel qui est indépendant de notre conscience. Et que la conscience, elle n'est pas seulement dépendante du monde matériel, mais elle en est le produit le plus élevé. Et en fait déjà de cette opposition, on peut déduire un peu toutes les conclusions des postmos. Parce qu'en fait si tu acceptes que la réalité... si tu n'acceptes pas que la réalité elle existe indépendamment de toi, en fait seule ta réalité elle peut être étudiée et donc toutes les théories c'est quelque chose de personnel uniquement. Et la suite de ça, c'est que n'importe quelle théorie cohérente, c'est vu comme un schéma arbitraire qui est imposé par le haut sur tout le monde. Et c'est pour ça que les postmodernes détestent autant les débats où on essaye d'arriver à l'idée, à la compréhension la plus avancée de quelque chose, la plus cohérente. Et de manière générale, ils empêchent un peu toute discussion réelle, démocratique des idées, parce qu'en fait, dès que tu donnes ton opinion, t'es oppressif, tu veux essayer de convaincre les gens. Et ça, en fait, si on réfléchit un peu, c'est juste serpent qui se mord la queue, parce que en fait, c'est eux qui empêchent des personnes d'exprimer leur opinion. Souvent, c'est ça qui arrive dans les mouvements. Ils nous empêchent de diffuser les idées du marxisme parce qu'on va opprimer des gens avec nos théories cohérentes. Et ça, en fait, ça fait qu'ils deviennent les instruments de l'oppression bourgeoise qui attaquent le marxisme, qui évitent l'organisation de la classe ouvrière. Et pour aller encore plus loin, ce rejet de la théorie, ça en fait arrive à un rejet du progrès même. Et avant de commencer un peu dans les bases philosophiques de ça, juste on peut se poser la question, quelle classe a intérêt dans une philosophie rejetant le progrès? Grosse question. Moi je pense que la classe dirigeante d'un système en crise existentielle aurait pas mal intérêt à ça. Du coup peut-être la bourgeoisie, peut-être. En tout cas, si on revient à ce que ça veut dire, le rejet du progrès, en fait ça part de leur postulat, du postulat on va dire empirique des postmodernes, où ils disent toute la connaissance, elle s'acquiert par l'expérience sensorielle. En gros, on connaît le monde à travers nos sens, et donc à travers notre expérience individuelle. Mais déjà, en fait, ils poussent ce postulat à l'exagération, et donc à l'erreur. Parce qu'ils disent on peut que connaître le monde à travers nos sens, et donc seulement à travers notre expérience individuelle. Et le marxisme, lui, il ajoute deux postulats au premier, qui, oui, est vrai, aborde une partie de la réalité. On dit, oui, mais il existe une réalité objective qui existe indépendamment de nos idées ou de notre observation. Ça signifie que tous les humains, ils peuvent étudier cette réalité et découvrir ses lois, et donc mettre en commun leurs connaissances. Et aussi, on dit, l'homme, il entre activement en relation avec la nature.
il la transforme à travers son travail, il a une action sur elle. Et ça, en fait, ça fait que on peut tester dans la pratique nos idées pour les corriger, on peut les affiner. Tout ça dans la même période, dans l'échelle d'une vie humaine, mais en fait aussi, tout ça à l'échelle de l'humanité. On se base sur la connaissance du monde de toute l'humanité. Et ça nous fait dire que la connaissance, c'est un processus qui est fondamentalement social et par définition collectif. Et en fait, j'ai l'impression que cette compréhension du monde, elle est déjà en germe dans les tout débuts de l'humanité. Je ne vais pas paraître méchant, mais je parlais avant d'enfants et j'ai un peu taillé les post-mots par rapport aux enfants. Mais je pense que l'Homo sapiens, il avait d'une certaine manière une meilleure compréhension philosophique du monde que les postmodernes aujourd'hui. Je vais développer. Ou plutôt un non-sens supérieur à l'idéalisme subjectif, caricatural des post-mots. Mon exemple, c'est récemment, je suis allé au théâtre, un théâtre de marionnettes, qui est dans une école tout près d'ici avec Götzinger, que je vous recommande. Et il y avait une pièce qui s'appelait Un truc sur le feu, qui parlait de l'émergence, de la domination du feu, en gros, par l'humanité. Et en fait, dans cette pièce, qui est assez humoristique pour les enfants, rien de scientifique, mais déjà, il y avait plein de choses très intéressantes. On voit les premiers humains observer les feux de forêt, la foudre, expérimenter qu'est-ce qui fait du feu, comment on allume un feu, comment on arrive à le maintenir, à le reproduire, et plein d'essais-erreurs. Dans la pièce, ils essayent d'allumer un caillou, ça marche pas, ils allument une feuille, ah ça marche, ils allument leur pote, ah ça marche, oh on peut faire de la viande cuite, ça sent super bon, voilà. Bref, mais petit à petit, on voit à travers leurs essais-erreurs une compréhension de plus en plus correcte, même si au début elle est minuscule, et une idée qui correspond mieux à la réalité. En gros, à travers leur travail, à travers leur action sur le monde collectif qu'ils partagent, en fait, l'espèce de chose en soi qui est le feu, qui est incompréhensible, en gros la chaleur, la lueur magique du feu, ou je sais pas, la puissance d'un éclair sur un arbre, ça devient une chose pour nous. Ça devient beaucoup plus après, avec des milliers d'années d'évolution, le moteur à combustion, l'électricité et tout ce qu'on utilise dans notre quotidien. En gros, ils transforment le monde, on transforme le monde avec notre action, et ensuite qui nous transforme à son tour. Toutes les inventions, elles ont permis d'améliorer nos conditions de vie. Et en fait, les postmodernes, ils ont un mépris contre ce mécanisme ultra instinctif et qui est déjà à la base de l'histoire humaine. Ils rejettent en gros les milliers d'années d'essais-erreurs de l'humanité et le long développement éreintant de la domination humaine sur la nature. Et pourtant, ils écrivent sur des ordinateurs, j'imagine, ou alors sur du papier, mais même le papier, il faut savoir que oui, il n'y a pas des arbres à papier dans la rue, dans la nature, parce que c'est justement les arbres, et le papier, c'est un processus qu'on a dû trouver comment faire du papier. Et ils parlent dans une langue, la langue, ça a évolué, et c'est aussi ce développement-là. En gros, qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce que je viens de décrire, si je synthétise un peu, on a l'action collective de l'homme sur le monde, et du monde sur l'homme. En gros, c'est ça le processus de la connaissance. L'être humain, à la base, il veut juste améliorer ses conditions d'existence. Et pour ça, il entre en contradiction avec les forces sauvages et destructrices de la nature, et il doit les dominer pour les transformer en forces créatrices pour lui. L'être humain, en gros, il n'est pas actif, il n'est pas passif, mais il est actif. Et sa conscience plus ses sens, spécialement la main, il y a un article de Engels super intéressant là-dessus, le rôle de la main dans le développement de l'humain, ça lui permet d'apprendre en interagissant avec le monde. Et au cours de cette activité, les éléments objectivement vrais de toutes les idées, les constructions mentales qu'il a, ils sont déterminés, séparés de leur côté faux ou exagérés. Et c'est justement ces essais et ces erreurs qui vont, à chaque fois, tester la théorie et enlever ces éléments accidentels, subjectifs, faux. Et c'est ça le tout développement de la connaissance humaine. Et au final, on a justement la conservation à chaque étape du noyau rationnel qui est ajouté à l'empilement de cette connaissance humaine et qui prépare le terrain pour que de nouvelles idées soient plus avancées et soient de nouveau testées dans la pratique, etc., etc. En gros, ce que je viens de décrire là, d'une certaine manière, c'est la science. Et pour les postmodernes, j'ai pas besoin de juste dire qu'ils sont pas d'accord avec tous les trucs que je viens de dire, puisqu'ils le disent eux-mêmes. Foucault dit « La science est oppressive en soi, la connaissance, elle perpétue le pouvoir. » Et en fait, qu'est-ce que c'est la science ? Je vais pas trop développer parce qu'on aura une école de cadre là-dessus, mais juste, c'est l'expression la plus élevée de, on peut dire, la pensée humaine. C'est en gros sur ses bases les plus rationnelles, avec une méthode super rigoureuse. Et on peut dire que la science,
ça reflète genre le niveau de développement d'une société. Et que, enfin, pourquoi? Parce qu'on peut juste pas genre dépasser le niveau de la technique, le niveau de l'industrie, de la culture, etc. Enfin, en gros, des forces productives, on peut pas dépasser ça. La science peut pas dépasser ça à un moment donné. Mais la science, pourquoi j'explique ça? Parce que c'est un bon exemple, je trouve, de comment cette interaction entre pratique et connaissance agit. La science, elle agit aussi à son tour sur la société dans son ensemble. Quand on la développe, elle développe ensuite après la société. Et en fait, ce que ça veut dire, genre, à travers la pratique et la mise en pratique des nouvelles connaissances, des découvertes, ça développe la technique, ça développe la technologie, ça développe l'industrie. Et ce développement, il mène donc à un certain moment à une nouvelle forme de pensée, plus complexe, plus objective, du coup à une nouvelle science, on peut dire, genre plus vraie. Il y a plein d'exemples, j'ai peut-être pas le temps de développer. Mais bref, pour un peu résumer tout ça, on peut dire que en rejetant la vérité objective, les postmodernes reviennent juste à finalement tout ramener la connaissance humaine au niveau de la foi et de la superstition. C'est-à-dire en gros à nous ramener dans le marécage de la religion. Genre le postmodernisme, c'est pas juste, enfin il n'y a pas de différence fondamentale avec les autres dogmes religieux. Un exemple, c'est juste, je sais pas, en Europe, au Moyen-Âge, c'était le bon sens de penser que la Terre elle avait été créée par Dieu et que tout tournait autour d'elle. Et puis la science, elle a totalement dissipé cette croyance. Aujourd'hui, cette idée, elle n'existe plus, elle n'a plus de base. Si quelqu'un continue à dire oui, non, mais moi je sais que la Terre, elle a été créée par Dieu, c'est que basé sur sa foi. C'est ça, même la religion, c'est une foi. Et c'est l'inverse de la science. Les postmodernes, ça revient à ça. Oui. Et peut-être pour terminer, je pense que une critique qu'on peut avoir souvent envers le marxisme, qu'on peut avoir dans des discussions, c'est ce truc que le marxisme, en fait, nous, les marxistes, on refuse d'ajouter d'autres idées, qu'on a un dogme, alors que les postmodernes, eux, ils n'hésitent pas à mettre à jour leur théorie, à faire l'effort de voir qu'est-ce qui est mieux, et d'inclure les nouvelles théories, les nouvelles avancées, etc. Et en fait, il faut se poser la question, là déjà, ajouter des idées, pourquoi? Pourquoi on devrait ajouter des idées? Je pense qu'une réponse assez correcte, ce serait de dire, on ajoute des idées pour avoir les meilleures idées. On enlève celles qui ne sont pas efficaces, qui ne correspondent plus aux besoins généraux, qui ne correspondent plus à la réalité, et puis on rajoute des nouvelles qui correspondent mieux. Mais en fait, les postmodernes, eux, ils rejettent l'existence d'idées plus justes que d'autres. Je l'ai déjà dit avant, ils rejettent la vérité. Donc ça veut dire que pour eux, ajouter d'autres théories, c'est pas une question d'avoir des meilleures idées, mais d'éviter la moindre cohérence de leur théorie. En gros, il faut absolument éviter la cohérence, sinon ça devient oppressif. Du coup, ajouter de nouvelles idées, c'est juste détruire le noyau rationnel des nôtres. Et ça, souvent, ça prend la forme de l'éclectisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais c'est vraiment l'éclectisme qui devient en fait le principe absolu, intouchable de la philosophie postmoderne, où en gros, le principe de l'éclectisme est repêcher plein de sortes d'idées dépassées, obsolètes, qui se contredisent elles-mêmes, les mélanger dans un liant pseudo-radical, et voilà, vous avez le postmodernisme. En gros, juste, c'est un retour énorme en arrière dans toute l'histoire de la philosophie et toute l'histoire de la pensée. Et on pourrait dire, du coup, c'est quoi la critique du marxisme par rapport à ça? Non, pardon. Qu'est-ce que ça revient, du coup, la critique postmoderne envers ce que j'ai dit de « Ouais, vous, les marxistes, vous incorporez pas d'autres idées ». En fait, eux, ils veulent juste qu'on enlève des parties, constitutives du marxisme. En gros, ils veulent soit qu'on enlève le matérialisme du marxisme, soit ils veulent qu'on enlève la dialectique du marxisme. Mais en fait, tout ça, ça veut dire qu'ils veulent qu'on enlève le marxisme du marxisme. Et pourquoi? Parce que, le marxisme, c'est pas un agglomérat, justement, d'idées, c'est pas de l'éclectisme et des propositions, programmatiques un peu prises au hasard. C'est un tout cohérent, il peut que être compris comme ça. Nous, contre l'éclectisme, on défend la dialectique. Et là, c'est pas juste un mot magique que je dis la dialectique contre l'éclectisme. Non. Qu'est-ce que c'est? On peut juste se poser la question, pourquoi le matérialisme scientifique, c'est une théorie si riche, si cohérente et si harmonieuse? C'est pas parce qu'elle sort de la tête du génie de Marx et de Engels, mais c'est parce que c'est justement la synthèse des noyaux rationnels de toutes les philosophies. C'est un processus qui a été ultra long à travers l'histoire de l'humanité, qui a pris des détours et des accélérateurs. Et finalement, l'étude patiente et critique des dernières avancées de la pensée humaine par Marx et Engels, ça a donné, avec une synthèse dialectique, la philosophie marxiste.
c'était la synthèse des différentes facettes d'une seule et même réalité objective, et en conservant tous les aspects corrects et en enlevant toutes les exagérations. Ça donne le matérialisme dialectique. Et du coup, à l'inverse, les postmos, eux, ils ont juste un mépris un peu général des théories passées, genre on n'étudie pas ça parce que c'est oppressif. Nous, le marxisme, c'est justement ce développement le plus haut, le plus élevé de la pensée scientifique. C'est pour ça qu'on doit combattre, je pense, férocement les idées postmodernes dans l'organisation et généralement dans les luttes. Et je pense une analogie qui permet de peut-être donner plus de clarté à ça, c'est juste aujourd'hui, personne verrait de mal à mener un combat genre contre un dogme religieux, mysticisme, obscurantisme, un exemple, s'il y a un prof à l'université qui dit dans un cours tout a été créé par Dieu, je pense que vraiment toute personne qui veut changer le système dirait, l'attaquerait ultra dur et dirait en fait là vous dites pas la vérité. Les postmodernes, ils ont justement réussi à habiller avec de la rhétorique radicale, une aura anti-système, une théorie ultra scientifique qui revient au même. Le postmodernisme, c'est juste le plus haut développement de l'irrationalité. Et c'est pour ça qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre le marxisme et le postmodernisme. Le marxisme, il est scientifique, le postmodernisme, il rejette toute science et toute approche scientifique. En gros, le marxisme devrait cesser d'être une science pour incorporer les idées postmodernes dans sa méthode. Et comme j'ai dit avant, ça revient à dire que le marxisme, c'est plus le marxisme. Et le combat en tant que communiste qu'on mène dans cette lutte idéologique, c'est justement, je pense, le combat contre toutes les idées qui éloignent la classe ouvrière de la vérité. Et pourquoi au tout début de la présentation j'ai dit que c'était ultra sérieux et pourquoi Lénine parle de ça comme quelque chose d'important, c'est parce qu'en fait il y a des conséquences pratiques très importantes. Je n'ai pas basé ma présentation là-dessus, mais je pense que c'est important de dire que il y a des risques de liquidation, de destruction de l'organisation aussi, on enlève le marxisme de notre base fondamentale dans notre parti. Et peut-être vous trouvez que ça va trop loin, ce truc de liquidation carrément de l'organisation, mais il y a un rapport de la CIA, que peut-être vous connaissez, ou je sais pas, que vous avez entendu parler, et je pense que la CIA, sincèrement, c'est un argument un peu de force pour dire, c'est quand même les experts de nos ennemis, qui parlent du postmodernisme dans les années 80, je pense, et ils disent, je vais citer un passage, on peut voir ce qu'en pensent nos ennemis de classe. Il existe un nouveau climat intellectuel en France, un esprit d'anti-marxisme et d'anti-soviétisme qui rendra difficile la mobilisation d'une opposition intellectuelle significative aux politiques américaines. Ensuite, ils poursuivent. Menés par un groupe de jeunes renégats issus des rangs communistes et se présentant comme les nouveaux philosophes, de nombreux intellectuels de la nouvelle gauche ont rejeté le marxisme et développé une profonde antipathie à l'égard de l'Union soviétique. L'antisoviétisme est en fait devenu la pierre de touche de la légitimité dans les cercles de la gauche, affaiblissant l'anti-américanisme traditionnel des intellectuels de gauche et permettant à la culture américaine, et même aux politiques économiques et politiques, de trouver une nouvelle vogue. Je pense qu'il n'y a juste pas plus clair de c'est quoi l'avis de la classe dirigeante sur cette philosophie et à quel point elle s'en sert pour détruire le marxisme et rester en place. Ça, c'est juste montrer qu'on doit laisser aucun milligramme de ces idées entrer dans notre programme, dans la philosophie marxiste, dans notre langage, dans nos slogans. On doit fermer toutes les portes. Et oui, et peut-être pour aussi élargir cette présentation, on dit souvent que la révolution socialiste, c'est un processus conscient qui est différent des autres révolutions. Et c'est vrai, parce que pour la première fois de l'histoire de la civilisation, les masses entières, elles doivent prendre le pouvoir. C'est pas juste une clique qui remplace l'autre. Et elles doivent changer radicalement la société. Elles doivent éradiquer les classes. Juste établir une organisation rationnelle planifiée de la société à une échelle planétaire. Ça demande la plus haute conscience de ces tâches historiques. Ça demande en gros la plus haute conscience des lois qui gouvernent la société. Ça n'a rien à voir avec la révolution bourgeoise, qui elle, juste déjà la bourgeoisie s'est développée, le capitalisme s'est développé au sein du feudalisme, oui, comme on peut dire que la classe ouvrière se développe au sein du capitalisme, mais ça s'est fait totalement inconsciemment. Ça prenait des formes de lutte religieuse, de démocratie, de liberté individuelle abstraite. Il n'y avait pas une idée claire de quel régime ils allaient mettre en place. Et du coup, ça veut dire que les forces des forces objectives de la société humaine, elles agissaient derrière les bourgeois, en gros, par et à travers les lois du capitalisme. Nous, on ne peut pas faire ça. On doit être conscient des lois de la société. Et les masses, elles peuvent juste pas accomplir cette tâche toutes seules.
elles ne peuvent pas arriver à une compréhension profonde des lois de la société dans le feu de la crise spontanément. Seule une étude profonde et longue du marxisme offre ces lunettes capables de sonder la réalité dans toutes ses contradictions et au-delà des apparences qu'on peut voir dans notre quotidien. Et c'est qu'avec cette arme qu'une direction révolutionnaire, elle oriente l'énergie destructrice et créatrice de la classe ouvrière envers le capitalisme pour une nouvelle société. C'est que comme ça qu'on peut former des commandants qui renforcent les rangs du prolétariat et qui donnent une vision claire, inébranlable de comment on vainc l'ennemi dans l'assaut décisif. En gros, il faut un parti mondial, il faut une direction de la révolution qui elle, est hautement consciente de la tâche historique de la classe ouvrière et qui permet aux travailleurs d'aujourd'hui qui ont le rôle justement de libérer l'humanité de plus de 10 000 ans d'existence barbare pour l'extrême majorité de la population humaine. Ce parti, c'est nous qui le construisons, c'est nous qui devons le construire. Et on n'a pas une minute à perdre pour nous approprier et maîtriser la méthode marxiste. On n'a pas une minute à perdre pour étudier le matérialisme dialectique. Merci. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.